accepter sa peur et ne pas la calmer. Elle va finir peut-être par se calmer, ou pas, mais en tout cas, on va finir par prendre de la distance avec et l'accepter. Salut, ici François, et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Emmanuel Boudier. Alors Emmanuel est thérapeute comportementaliste. Il aide les gens à dompter leur peur, à sortir de leur zone de confort et ainsi vivre leur vie beaucoup plus sereinement. Cet épisode est très exhaustif. On parle du stress, des peurs, de comment contrôler ses émotions, de la différence entre la psychothérapie et la thérapie comportementale, du comment mieux gérer le stress lors d'une présentation orale ou devant le public, des bienfaits de la méditation et même de comment mémoriser un discours ou une présentation. Je suis certain que vous vous retrouverez dans une des nombreuses thématiques soulevées ici. Alors sans plus attendre, ladies and gentlemen, Emmanuel Boudier, le thérapeute comportementaliste. Pour vous, mémoriser de nouvelles choses est signe de torture et d'angoisse? Dès que vous souhaitez retenir une nouvelle information malgré vos efforts répétés, il suffit de quelques minutes, voire pire quelques secondes, et hop, vous avez tout oublié. À cause de ça, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous pensez être incapable d'acquérir une nouvelle compétence, d'apprendre une langue étrangère, de vous réorienter professionnellement, suivre une formation, ou tout simplement d'obtenir vos diplômes. En bref, vous pensez avoir une mauvaise mémoire. Ne vous inquiétez pas, à tout problème, sa solution. Et vous savez quoi? J'ai la solution. Vous n'avez pas une mauvaise mémoire. Vous n'utilisez tout simplement pas les bonnes techniques. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma nouvelle formation de plus 40 minutes où je vous dévoile la recette d'une super mémoire, ingrédient par ingrédient. En la suivant, vous serez capable de booster considérablement votre pouvoir de mémorisation. Vous savez quand il aurait fallu commencer à booster sa mémoire? Non? 10 ans en arrière. Vous savez quand c'est le deuxième meilleur moment pour booster sa mémoire? Non? Eh ben c'est maintenant. Alors inscrivez-vous gratuitement à ma formation Une super mémoire, soit en allant sur le site www.superapprenant.com, soit en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Ne vous gâchez plus la vie à cause d'une mauvaise mémoire, il est temps de prendre enfin le dessus, dès maintenant. Donc bienvenue Emmanuel sur ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment vaincre ses peurs et notamment sa timidité avec toi, avec ton interview, parce que tu es thérapeute comportemental. Mais avant de commencer d'aller plus en profondeur sur les techniques et comment dépasser sa timidité et ses peurs, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors bonjour François, je m'appelle Emmanuel et je suis thérapeute comportemental et cognitif. Alors c'est un nom un petit peu barbare, c'est tout simplement j'étais infirmier pendant 11 ans et puis j'ai décidé de me former aux thérapies comportementales et cognitives et c'est un nom barbare mais ça signifie en fait comportemental c'est le comportement et cognitif c'est les pensées. Et donc je pars du principe que notre souffrance mentale vient de nos pensées négatives. Et c'est en changeant nos pensées négatives qu'on souffre moins, qu'on change nos comportements négatifs en gérant aussi les émotions. Donc c'est une thérapie scientifique et j'ai été formé avec des psychiatres à Bordeaux pendant 3 ans pour les adultes et 1 an pour les enfants. Voilà. Comment tu es arrivé dans ce domaine d'expertise, c'est-à-dire la thérapie comportementale et cognitive ? C'est un pur hasard, j'ai rencontré une autre infirmière qui justement pratiquait ça et j'étais pas satisfait des méthodes de soins à l'hôpital. Et puis, j'ai demandé cette formation pendant 3 ans, donc il faut jamais désespérer. D'accord. J'ai fini par l'avoir et ça a complètement modifié ma façon de soigner les gens. Voilà, c'est un simple hasard. D'accord. Oui, parce que souvent, on a tendance, surtout dans la médecine occidentale, c'est à plus soigner le physique et pas trop s'intéresser au psychique et au mental. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui t'a motivé, toi, d'avoir un autre aspect de la thérapie. Oui, tout à fait. Moi, je suis infirmier à la base de profession. J'ai été infirmier pendant 11 ans. Et j'ai tout de suite choisi la psychiatrie pour le côté. Donc, j'adorais le côté psychologique, tout ce qui est maladie mentale. Et le courant dominant en France, c'est la psychanalyse. D'accord. Ok. Et je trouvais qu'elle avait peu d'effet sur les patients. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que la psychanalyse ? Alors, c'est pas tout à fait mon domaine, mais je peux l'expliquer. Ça part du principe que c'est en trouvant
le pourquoi on a un problème, par exemple, si on a une peur de conduire, on va fouiller dans le passé pour s'apercevoir qu'on a peut-être vécu un traumatisme par rapport à ça. Et c'est à partir de ce traumatisme qu'on va se soigner. Donc, quand on trouve le pourquoi, D'accord. On arrive à se soigner automatiquement, sans rien faire. C'est ce principe. Voilà. D'accord. Et tu n'as pas l'air forcément très d'accord avec ce principe? Alors, je suis pas d'accord parce qu'on ne peut jamais savoir si c'est le bon pourquoi. J'ai peur de conduire parce que mon père me disputait quand je conduisais avec lui, en conduite accompagnée, ou parce qu'il m'a traumatisé, ou parce que il me frappait. Voilà, j'ai peur de conduire. C'est peut-être la raison, mais comment je fais maintenant concrètement pour conduire ? Et la thérapie comportementale et cognitive, la thérapie que je pratique, nous donne des exercices concrets pour apprendre à gérer sa peur de conduire, gérer ses émotions. Et puis, on va avoir besoin de passer à l'action pour pouvoir conduire. En fait, on pourrait dire la différence entre la psychothérapie et la thérapie comportementale, c'est que l'une part d'un problème pour soigner, alors que l'autre consiste à repousser ses barrières justement pour surmonter ses peurs et soigner là aussi. Tout à fait, tu as bien compris. La psychanalyse, on est dans le pourquoi. La thérapie comportementale, on est dans le comment. Et c'est plutôt anglo-saxon, c'est très pragmatique. Je dis toujours aux gens, vous êtes sur l'autoroute, en panne, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et si vous regardez votre voiture pendant des heures, moi j'ai une Renault, et vous vous dites pourquoi les Renault ça tombe toujours en panne, c'est vrai d'ailleurs. Pourquoi mon garagiste a mal fait son travail ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Vous regardez votre voiture pendant 3 heures à vous dire pourquoi. Est-ce que c'est intéressant d'après toi ? Non, pas forcément. Non, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est ce que je dis à mes clients, c'est comment se sortir de cette situation. Donc, on va déjà peut-être regarder le pourquoi pendant 20% du temps, regarder si c'est la batterie, si on s'y connaît un peu. Et puis, 80 autres % du temps, on va aller chercher le téléphone pour appeler le dépanneur et se sortir de cette situation. Est-ce que tu pourrais nous dire les principaux problèmes qu'ont tes patients ? Alors, j'étais formé avec des psychiatres, donc c'est tous les problèmes mentaux au final. Ça va de la dépression à la peur de conduire, la claustrophobie. Alors, ce que je soigne pas, c'est la schizophrénie, en fait. Les patients qui ont des hallucinations qui sont pas stabilisées, ça, je ne soigne pas. Ou les troubles bipolaires non stabilisés. Mais toutes les autres troubles mentaux, il n'y a aucun problème. Je peux soigner. J'ai été formé par des psychiatres pour ça. Voilà. Et il y a mon background d'infirmier en psychiatrie qui m'a apporté la clinique. Voilà. Et par exemple, si je prends un exemple, par exemple, j'ai peur de parler en public, comment la thérapie comportementale et cognitive peut m'aider à vaincre une certaine timidité ? Alors, ça a été un de mes gros problèmes. ça l'est encore, mais je m'améliore de plus en plus. Tu fais partie du club, comme moi, des grands timides ? Tout à fait, je fais partie du club des grands timides. Comment la thérapie peut nous amener à vaincre cette peur ? Moi, je vais dire, dans un premier temps, on va travailler sur les pensées négatives. Mes pensées négatives étaient les suivantes. Je vais avoir un trou de mémoire. Je vais être nul. Je vais pas intéresser les gens. On va se moquer de moi. Ça, ces pensées, avec la thérapie comportementale, on arrive à mettre des pensées alternatives. Autrement dit, je vais peut-être avoir un trou de mémoire, mais c'est pas si grave que ça. On va se moquer de moi. On s'est jamais moqué de moi. Voilà. On arrive à mettre des pensées non pas roses, mais des pensées alternatives. Donc on remplace le négatif par du positif, on essaie. Par du positif, mais je dirais pas par de l'ultra positif, c'est pas la méthode Coué, par une pensée beaucoup plus réaliste. Rationnel peut-être, oui. Rationaliste, peu qu'on se moque de moi, mais c'est très 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 peu probable. Et si c'est le cas, peut-être que je saurais aussi me moquer de moi-même et rebondir facilement. Parce que moi, c'est une de mes plus grandes barrières, notamment justement à ce podcast, parce que je suis quelqu'un de très introverti à la base. Donc pour moi, parler devant un microphone, devant des gens, ça a toujours été quelque chose de difficile. Donc je suis toujours intéressé pour savoir un peu comment améliorer, dépasser ces barrières. Moi, c'est une des barrières qui m'a le plus empêché d'atteindre mes objectifs dans la vie. Et je pense qu'aussi, il faut, à un moment, faut aussi de sortir de sa zone de confort. En fait, c'est un peu ça, la thérapie comportementale. C'est-à-dire, peu importe si on a peur, essayer de sortir de sa zone de confort. Et finalement, on se rend compte que c'était pas si grave que ça, c'était pas si difficile. Et j'ai pas été si terrible que ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ?
Tout à fait. Alors, la thérapie comportementale, elle est vraiment très, très méthodique. D'accord. Dans un premier temps, on va étudier, par exemple, la peur de parler en public pour, je sais pas, qu'est-ce qui t'intéresse comme pour un chef d'entreprise, d'accord, pour une réunion. Oui, voilà, par exemple. On étudie une situation dans laquelle il a eu peur. On étudie toutes ces idées qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, je travaille sur la gestion des émotions. Quand j'ai peur de parler en public, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat. Je peux bafouiller. Je connais bien ça. Je peux transpirer. Toutes ces émotions, on va apprendre à les gérer. Et on va surtout apprendre à les accepter. Autrement dit, se dire que toutes ces émotions, je les ai, mais ces émotions sont là pour me faire performer. Alors, je sais pas si on dit vraiment performer, c'est un mot un peu anglo-saxon, mais pour me booster, pour booster mes capacités. J'avais lu quelque part dans un livre, je ne sais plus lequel, justement, que le stress était utilisé à l'époque où on était un peu, on chassait et cueillait. C'était pour justement que, quand il y avait du danger, pour nous donner de l'adrénaline et assez d'énergie pour courir assez vite et pas se faire manger. Est-ce que, je sais pas si c'est erroné, si c'est une vraie définition que j'ai ou pas? Non, c'est vrai, c'est le fight or flight. Donc, fight, c'est combattre le tigre, et flight, c'est se sauver, essayer d'échapper à tout prix au tigre. Alors, cette gestion des émotions, j'ai des techniques de respiration, mais aussi des techniques d'acceptation. Et puis une mentalisation, se dire que si mon cœur bat, c'est qu'il est en train d'oxygéner beaucoup plus mon cerveau. S'il oxygène beaucoup plus mon cerveau, je vais être beaucoup plus performant. Donc beaucoup de techniques de respiration, beaucoup de techniques d'acceptation des émotions et de visualisation des émotions. Ça, c'est la partie la plus facile au cabinet. Et après, il y a la partie la plus dure. Donc, la partie la plus dure, si quelqu'un a peur de parler en public, je vais l'amener à, si la peur est vraiment profonde, je vais l'amener à me raconter une histoire. Je vais l'amener à parler d'un sujet facile au départ. Par exemple, s'il adore le tennis, je vais lui faire parler du tennis. Et puis après, je vais être un petit peu plus vache. Je vais lui faire parler de la couture, si c'est un homme. Ou du football, c'est un peu cliché, mais du football, si c'est une femme, c'est un peu cliché. Voilà. Pour lui faire perdre ses moyens. Ensuite, il y a la phase, je le filme. Et la caméra, tu le sais comme moi, c'est terrible. C'est flippant. Moi, je dirais même plus que j'ai plus peur de la caméra que de parler devant une cinquantaine de personnes. Et ce qui est intéressant et que j'ai du mal à comprendre, c'est finalement, on se dit, on est assez intelligent pour rationaliser, on se dit, mais c'est une caméra. En plus, quand c'est filmé, on se dit, je peux refaire 10 prises, 15 prises. Mais même si on intellectualise la chose, on se dit, c'est qu'une caméra, c'est pas grave. C'est complètement difficile d'assimiler et de se débarrasser vraiment de cette peur intérieurement. C'est pour ça qu'on va pas chercher à s'en débarrasser. On va chercher à l'apprivoiser. Quand on voit, j'écoutais ce matin une émission, quand on voit les peak performers, les gens qui performent, comme on dit, les grands sportifs, les grands coachs, ces gens-là ont peur, comme nous. Mais la seule différence avec nous, c'est que l'anxiété, du coup, ils la voient pas comme nous. Ils la voient comme quelque chose qui va les transcender, comme quelque chose qui va les exciter, comme quelque chose qui va les aider. Presque une drogue. Presque une drogue. Ils sont accros à l'adrénaline. De ce fait-là, ils voient pas les mêmes choses que nous. Quand ils ont les mains moites, quand ils ont le cœur qui bat, c'est pour les aider à mieux performer. On a fait une étude scientifique sur des personnes et on leur a dit, vous allez parler, des gens qui n'avaient pas l'habitude de parler, devant un public. Le premier groupe, on leur a dit, vous allez essayer de vous calmer au maximum. Deuxième groupe, on leur a dit, si vous êtes excité, c'est que votre cœur bat et que vous allez mieux performer. Vous allez essayer de vous dire, chouette, je suis excité. Quel est le groupe, selon toi, qui a le mieux parlé ? Le premier, peut-être. Non, c'est l'autre. Comme quoi, plus on essaie de faire taire ses émotions, plus elles vont surgir. Je fais toujours des fois le test aux clients de l'ours blanc. C'est-à-dire, je demande aux clients de ne pas penser à un ours blanc pendant 1 minute. C'est impossible. L'ours blanc, il revient tout le temps. On ne peut pas se débarrasser d'une pensée négative, d'une peur. Par contre, si on accepte de penser à cet ours blanc, il va retourner dans sa banquise. Accepter sa peur et ne pas la calmer. Elle va finir peut-être par se calmer, ou pas, mais en tout cas, on va finir par prendre de la distance avec et l'accepter. La partie la plus difficile, elle se passe en dehors du cabinet. Alors, c'est pas une baguette magique, comme les gens peuvent le croire. C'est comme pour la mémoire, pour la travailler. Ils vont avoir besoin de s'exposer.
s'exposer dans la réalité, dans la vie réelle. Mais avec tous les outils que je leur ai donnés, ils vont avoir des atouts pour mieux parler. Alors évidemment, ça va pas forcément bien se passer au début. Ils vont avoir très peur. Et puis, ils vont pouvoir apprivoiser petit à petit la peur. Alors, pour quelqu'un, par exemple, qui serait très, très, très timide, il y a un coach qui s'appelle David Laroche, je ne sais pas si tu le connais. Oui, je connais. Lui, il rentrait dans une boulangerie et puis il disait « Bonjour tout le monde !» Il demandait du rab à la cantine. Il essayait de parler en public, mais aussi de s'exposer. Donc, ça peut être raconter une histoire à un entourage, chanter en pleine rue, et puis après, s'exposer. Il y avait quelqu'un qui était très haut placé dans une entreprise qui faisait de la thérapie par Skype avec moi et qui devait faire des réunions. Et elle refilait toujours la réunion à son stagiaire, l'animation de la réunion. Je lui ai dit, bon, par peur, vous arrêtez ça et vous allez animer vous-même la réunion. Alors ça s'est passé difficilement au départ, et puis après, elle animait elle-même les réunions. Et du coup, elle était mieux vue et on avait plus envie d'avoir affaire à elle. Et elle a réussi à avoir à prolonger son contrat dans une entreprise qui l'intéressait grâce à ça. Et oui, souvent ce que tu dis, c'est on pense que c'est vraiment difficile, et quand on réussit à faire ce qu'on a peur, par exemple de parler en public, on se rend compte que peut-être qu'on n'a pas été le meilleur performeur, comme tu dis, sur scène, mais finalement, si c'est filmé, par exemple, on regarde la vidéo, on se dit, finalement, c'était pas si terrible que ça. J'ai peut-être bégayé, peut-être qu'à des moments, j'ai pas utilisé le bon mot, j'aurais pu faire mieux. Et finalement, on se dit non, en fait, ça va. En fait, ça part aussi d'un problème qu'on essaie d'être trop perfectionniste, peut-être. On se compare surtout pour faire des vidéos, par exemple, on se compare aux acteurs, à Leonardo DiCaprio ou à tous les grands acteurs pour faire des vidéos YouTube, alors que c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il faut essayer de se comparer à des choses qui sont plus de notre niveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Ça va être intéressant justement parce qu'il y a des vidéos YouTube qui ont fait le buzz et la personne s'est filmée juste avec son smartphone. Mais elle a osé, à la différence de ceux qui n'osent pas. Une vidéo ne doit pas être parfaite, un exposé ne doit pas être parfait non plus. On doit juste passer à l'action avec nos imperfections. Comme dit Christophe André, être imparfait, libre et heureux. Il vaut mieux faire un exposé imparfait que de ne pas le faire du tout. Justement, on apprend tous en fait de nos erreurs. Peut-être que là j'ai bégayé par manque de structure ou de confiance en moi, mais je me dirais que la prochaine fois, j'aurai plus d'expérience, je travaille un peu plus sur la structure et puis ça passera mieux, ça sera mieux. Et puis une fois, j'ai fait une conférence sur les enfants et les écrans dans une école et vu que j'étais stressé, ça démarrait bien, j'avais la pêche et d'un seul coup, le stress s'abat sur moi. Et j'ai un trou de mémoire, je regarde mes fiches et après la conférence se passe bien. Et je vais voir une amie qui était parmi le public et elle me dit c'est bien ta conférence, d'accord, mais je lui dis t'as vu le trou de mémoire énorme que j'ai eu au début? Ah oui c'est vrai, je m'en rappelais plus. Oui, souvent on est le seul à se rendre compte de nos défauts. Donc on est focalisé sur nos défauts. Et on voit plus le positif du coup. Ouais, les gens voient un ensemble, ils voient pas les petits défauts. Bien sûr ils vont les noter, ils vont peut-être en sourire. Mais quand on fait une conférence, il n'y a personne qui aimerait être à notre place et parler devant 50 personnes. Personne, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, ils vont être tolérants. D'accord, on est toujours mieux dans le fauteuil que sur scène. Et toi, personnellement, comment tu as surmonté ta timidité? Alors, c'est en enseignant cette technique. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec l'âge, la timidité a fini par partir. Moi, j'ai maintenant 50 ans. Je me rappelle ma première séance de psychothérapie il y a 5 ans où j'ai été mort de trouille. J'avais les mains moites et tout. Et maintenant, ça m'arrive plus du tout. À force de faire, à force de discuter, à force d'avouer ses faiblesses aussi. Pas plus tard que la dernière fois, il y avait une personne qui présentait vraiment un syndrome psychotique, donc avec des hallucinations. Et j'ai dit donc à la maman de cette personne, ça dépasse mes compétences, vraiment. Ne pas hésiter à oser parler de ce qu'on ressent, de ses faiblesses. Là, je sais pas quoi faire. Là, oui, j'ai peut-être un petit peu, ça n'a pas été correctement. Je vais rajuster le tir. Plus on veut paraître fort, plus on est faible. Plus on avoue ses faiblesses, alors vraiment on va pas déballer notre vie, mais plus on avoue ses faiblesses, plus on se dit on peut parler dans une conférence et dire je suis impressionné aujourd'hui, il y a, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais aujourd'hui il y a 300 personnes. Je suis un peu intimidé aujourd'hui
parce que j'ai jamais parlé devant autant de personnes. Et les personnes vont être dans l'empathie. Donc vraiment être transparent et s'accepter soi-même, c'est une des clés pour vaincre la timidité. Se dire voilà, je suis timide, mais c'est pas grave, je peux quand même arriver à atteindre mes objectifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile, tu le sais. Je donnais des conférences. Alors la première conférence, je l'ai faite avec ma collègue, tellement j'avais peur, ma collègue de mon cabinet qui est thérapeute aussi. Pour s'entraîner, je me suis rendu compte que j'aurais pu la faire tout seul. Donc, c'est bien. J'ai continué tout seul les conférences et après, j'ai été amené à intervenir pendant 3 heures pour une école. Et ensuite, j'ai eu des formations d'une journée. J'en ai eu 8 en tout. Et là, un stress énorme. Une journée entière. Et je me rappelle, c'était un mardi et le lendemain, mercredi, j'avais une formation, pas au même endroit. Donc, évidemment, le lundi, j'ai pas bien dormi. Le mercredi, j'ai mal dormi. Et j'ai véritablement vécu un cauchemar. C'est un cercle vicieux, comme tu le dis. C'est-à-dire, souvent, comme on a peur de la date échéance, par exemple, si on parle en public, on va pas réussir à dormir. Du coup, on sera fatigué. Du coup, on sera pas à la totalité de nos capacités. C'est vraiment un cercle vicieux. Et moi, c'est vrai. C'est quelque chose de difficile qui demande beaucoup de temps à essayer de se défaire, essayer de sortir de ce cercle. Donc, ces 2 jours, j'ai vécu un cauchemar. Ça s'est bien passé, hein. Ça s'est sûrement vu. La 3e fois, les gens m'ont dit, oui, ça se voit que vous êtes un peu stressé. J'ai dit oui, mais c'est bien parce que vous voyez, on peut être stressé et puis quand même arriver à surmonter son stress. Hein. La 4e fois, c'était gagné. La 5e fois, ça allait. La 6e fois. La 7e fois, c'était un petit peu plus dur parce que j'avais vraiment modifié ma formation pour la rendre encore plus vivante. Donc, le stress était un petit peu revenu. La 8e fois, ça a été un bonheur. Un bonheur. Par contre, j'ai toujours en tête ces 2 jours où ça s'est mal passé. Mais c'est vraiment un riche d'enseignements. Je dis aux gens, si j'avais arrêté au bout du 1er jour, j'aurais jamais connu le 8e jour. Et donc, ça va demander des efforts, ça va être difficile, mais ça va finir par payer. C'est ça qui est intéressant. Quelle est la différence entre le toi du 1er jour et le toi du 8e jour? Plus d'acceptation, moins d'exigence d'être parfait. Puis l'expérience, la confiance, plus de communication avec le public aussi. J'ai vraiment été chercher la communication pour qu'il y ait une interaction. Ça, c'est important. Même dans une conférence, maintenant, j'hésite pas à faire parler les gens, à chercher ce qu'ils ont envie de me dire. Alors, si c'est une conférence de 30 personnes, ça va. Quand c'est 80 personnes, on peut moins le faire. Mais surtout aller chercher la communication avec les gens. Et ça, quand on est timide, c'est bien parce que on peut laisser parler l'autre aussi. Et ça nous laisse un peu de temps pour souffler. Et j'ai une question peut-être un peu philosophique, mais souvent dans notre société moderne, on valorise l'extraverti, un peu moins l'introverti. En fait, il faudrait que tous les introvertis deviennent extravertis. Mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire que tous les introvertis deviennent extravertis? Est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir justement des personnes réfléchies qui sont derrière la scène? Oui, c'est important qu'ils restent derrière la scène. Et puis, une personne introvertie restera tout le temps introvertie. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'elle soit un petit peu extravertie si elle a envie de parler en public. Mais au final, elle peut être très bien introvertie avec ses amis et parler peu ou ne pas aimer trop parler. Donc, elle restera toujours quelque part introvertie. Et moi, je me sens toujours un petit peu introverti. Je vais dans une réunion, le club des entreprises, et c'est des réunions que j'aime pas parce qu'il y a beaucoup de monde. J'essaie d'être extraverti, mais au bout d'un moment, c'est difficile pour moi. Donc, même si je suis capable, et j'ai parlé devant 80 personnes, si je suis capable de le faire, mais je resterai au fond de moi toujours introverti. Tu es un comédien extraverti en quelque sorte. Oui. Tu restes introverti, mais tu es capable. Introverti. Mais tu es capable de passer ce cap. Tout le monde peut pas être. On a tous nos faiblesses et nos avantages, et je pense qu'il y a une place pour chacun. Et je pense qu'il y a une grande place aussi pour les introvertis, parce que les introvertis ont tendance à être des plus grands créatifs, des gens plus posés, justement. Oui. Et je pense que si on avait que des extravertis, il y aurait pas beaucoup de contenu. Il y aura beaucoup de gens pour parler, mais il y aurait pas grand chose à dire. Le danger, c'est que si on maîtrise pas l'art de parler en public à l'heure actuelle, à l'heure de YouTube, à l'heure de Facebook, tout ça, on va avoir énormément de mal, même si on est le meilleur des artistes, même si on a les meilleurs produits, à se vendre. Donc, moi, je pense qu'il faut maîtriser l'art de parler en public. C'est vraiment indispensable.
quand on veut créer, quand on veut vendre quelque chose. Et pour donner peut-être des astuces plus concrètes à nos auditeurs, par exemple, si dès demain, alors j'ai peu de temps, je dois aller faire une présentation en public devant 200 personnes, quels sont les petits outils, les petites méthodes, stratégies que tu pourrais me donner pour être plus confiant et faire une meilleure présentation, être plus à l'aise à l'oral? Alors, peu de temps, j'ai combien de temps? 2 jours. 2 jours. Moi, je dis à la personne de ne pas le faire. En 2 jours, elle ne fait pas une conférence. C'est-à-dire que la conférence est déjà préparée. Là, je parle juste d'un point de vue de dépasser ma timidité. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'une conférence, ça ne va pas se préparer en 2 jours. Et même, moi, quand je prépare une conférence, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et si je veux être doué, je dois la mémoriser, cette conférence. Et on se rend compte en fait que les gens qui parlent très bien, les gens qui réussissent leur conférence, soit ils ont une super mémoire d'éléphant à la base, ou ils ont travaillé d'arrache-pied la conférence. Alors, je donnerais l'astuce, c'est se préparer et apprendre au maximum. Apprendre les mots-clés, bien sûr, pour pas réciter, mais au moins apprendre l'introduction et au moins apprendre la conclusion. Ça, c'est important parce qu'on va nous juger beaucoup là-dessus. Apprendre les mots-clés. Ensuite, on va avoir besoin de se filmer parce que ça, c'est redoutable. Maintenant, on a des smartphones, hein, on peut s'entraîner avec le smartphone. S'entraîner. Ne pas hésiter, si on a un compagnon ou une compagne, à lui dire notre conférence. Et ça, c'est dur. Parce que quand on est face à quelqu'un qu'on connaît, il va être très critique. Et justement, c'est difficile. Le public va être moins critique que la personne qu'on connaît. Donc ça, c'est un bon exercice. Donc répétez. Pendant ces 2 jours, alors je sais que toi, tu es adepte aussi de la méditation. Ce qui va être essentiel, c'est aussi, alors par la technique, ça peut être la cohérence cardiaque. Hein. Alors la cohérence cardiaque, ça consiste à calmer le cœur. Quand on calme le cœur, on calme la tempête qu'il y a dans le cerveau. Donc on va par la respiration, on va pendant 5 secondes, on inspire, et 5 secondes, on expire. 5 secondes, on inspire, 5 secondes, on expire, et ainsi de suite. Et ça va calmer le cœur. Alors, en 2 jours, ça n'aura pas beaucoup d'effet, mais je dirais qu'il faudrait le faire 15 jours avant. L'idéal, ce serait de le faire tous les jours. Et combien de temps à peu près chaque jour? L'idéal, c'est 15 minutes. Parce que 5 minutes, ça fait baisser l'adrénaline, le cortisol, l'hormone du cortisol dans le sang pour 4 heures. Donc l'idéal, ce serait 3 fois par jour. Mais c'est intenable dans nos sociétés modernes. Donc je dis aux gens de faire déjà 5 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Il va aussi y avoir tout ce qui est acceptation. Donc j'observe mon stress, j'observe mes mains moites. Il y a des techniques aussi de respiration juste avant d'entrer sur scène, où moi je vais plutôt souffler. Parce que quand on a tendance à être stressé, on prend trop d'air. On a la respiration saccadée. Alors, en conduisant avant une conférence, moi je souffle. Un petit peu d'air, je souffle. Un petit peu d'air, je souffle. Un petit peu d'air, je souffle. Ça, c'est une relaxation rapide et ça marche pas mal. Donc ça, c'est bien à faire justement juste avant de rentrer en scène. Juste avant de rentrer en scène. D'accord ? Accepter qu'on a les mains moites. Accepter qu'on a le cœur qui bat. Et se dire, youpi, je suis excité. Le stress va m'aider à performer. Si on considère le stress comme un ami, il va nous aider. Si on le considère comme un ennemi, il va nous paralyser. Et ça, c'est important. Donc, c'est changer son mental par rapport à ça. C'est vraiment se dire, voilà, le stress est là pour m'aider et non pas pour m'empêcher. Parler de ses faiblesses, ne pas hésiter. Hein. Si on est stressé, on peut le dire. Et chercher la communication avec le public à tout prix. Commencer par une phrase drôle aussi. Pour détendre l'atmosphère et se détendre soi-même. Quand je suis dans des conférences, il y a évidemment, c'est souvent pour les enfants, il y a évidemment peu d'hommes. Alors, c'est pas une réflexion machiste, mais c'est vrai. Hein. Et je dis, quand il y a 3-4 hommes, je dis, ce soir, il y a beaucoup d'hommes par rapport à d'habitude. Ou alors, quand il y en a qu'un, je dis, on est que 2 dans la salle ce soir. J'ai l'habitude. Les hommes sont chez eux. Voilà. Et ça détend l'atmosphère et ça me détend aussi. Et on rentre en scène. Et ce qui peut être important, alors, c'est peut-être de ponctuer la conférence, alors, de traits d'humour.
Et surtout, si ça ne marche pas l'humour, ne pas s'offusquer. Ouais, parce qu'on peut lancer une vanne qui tombe complètement à plat. Et une fois, j'ai commencé par une vanne qui est tombée complètement à plat, qui d'habitude marchait, et ça m'a déstabilisé toute la conférence. Donc peut-être essayer de s'entraîner un peu, de tester ses vannes avant de rentrer. Ou ne pas s'offusquer, en fait, si elle ne marche pas. Ou le dire, tiens, il n'y a personne qui rigole aujourd'hui, le dire carrément. Donc voilà. Ou ma vanne est tombée à plat, j'ai fait un flop, et là, à ce moment-là, tout le monde rigole. Pas hésiter à parler de ses faiblesses. Donc, si je synthétise, commencer par souffler. Ensuite, accepter son stress, se dire, voilà, c'est quelque chose de positif qui est là pour m'aider. Ouais. Et ensuite, essayer de détendre l'atmosphère et de se détendre. Voilà, d'essayer d'alléger les choses, peut-être. Et chercher le regard des gens. Chercher la communication. On peut aussi se focaliser sur une personne qui nous sourit. Et rester concentré sur cette personne tout le long de la conférence? Tout le long, non, parce que faut quand même qu'on balaye du regard les autres, sinon les autres vont se sentir exclus, mais ça peut être notre point de repère. Et des fois, quand je suis un petit peu déstabilisé, j'ai tendance à me focaliser sur la personne il y aura toujours une personne qui va pas trop aimer ce que vous faites, ou qui va tirer un peu la tête. D'accord? Donc, si je m'aperçois que je me focalise trop sur cette personne, je retourne vers la personne qui est en train de me sourire, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont sourire, qui vont apprécier, et d'autres qui vont pas apprécier. Donc, plutôt se focaliser sur ceux qui nous apprécient, et ça va nous booster. Trouver le positif et éviter les négatifs. Ouais. C'est pas se mettre des bâtons dans les roues. Et on va peut-être dévier un petit peu, mais tu parlais tout à l'heure que, comme c'est mon expertise, je suis expert de la mémoire et des techniques d'apprentissage, tu disais que tu mémorisais tes conférences, tes exposés avant d'entrer en scène, entre guillemets. Quelle technique tu utilises? Est-ce que tu peux nous parler de ça en quelques mots? Alors, j'utilise tout simplement la méthode des lieux, avec mon cabinet, par exemple, de consultation. Qui te sert de palais de la mémoire, c'est ça? Qui me sert de palais de la mémoire avec des mots-clés. Par exemple, si la colère enfant, il y avait un neuroscientifique qui s'appelait Michel Desmurger. Et donc, pour mémoriser, j'avais mémorisé pas toute la conférence parce qu'il y avait des passages que je connaissais par cœur, mais au moins l'introduction et certains points clés aussi. D'accord? Alors, j'imaginais Michel Desmurger rentrer dans le cabinet, frapper, et puis dans le couloir jouer avec des enfants. Dans la salle d'attente, il y avait un écran avec un cerveau, voilà, ce genre de choses. Et du coup, ça m'a aidé à mémoriser l'introduction. Et puis certains passages aussi qui étaient assez compliqués, où il y avait des expériences scientifiques, je devais en parler. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. D'accord. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé Ça m'a beaucoup aidé, oui, puisque j'ai pas besoin de retourner aux notes. Et ça peut être un frein. Quand on retourne à ses notes, on coupe la communication visuelle avec le public. Et ça, c'est embêtant. Le public le voit, le sent. Et nous, ça nous déstabilise. Mais est-ce que par sûreté, quand même, tu gardes dans l'arrière de ta poche une petite feuille de pompe, entre guillemets? Alors, j'ai mon PowerPoint, ma présentation PowerPoint, mon écran, avec quelques mots-clés aussi qui sont inscrits. Mais j'ai l'impression, la dernière fois j'ai fait une conférence, j'ai encore un petit peu trop regardé. J'ai l'impression qu'il faut mettre vraiment moins de mots-clés et vraiment plus faire appel à sa mémoire pour être encore plus fluide, c'est important. Vraiment mettre les choses importantes sur leur PowerPoint, mais ne pas s'appuyer trop sur le PowerPoint, c'est ça? Par exemple, un nom, des chiffres qu'on a du mal à retenir, mais l'ensemble, vraiment utiliser un palais de mémoire pour la globalisation, l'idée globale en fait. Et par contre, ne pas s'embêter peut-être avec 45%, où il y avait un scientifique qui s'appelait Wang Yang. Voilà, je l'ai pas mémorisé, je l'ai marqué sur le PowerPoint. Et discrètement, j'ai regardé. Voilà. C'est pas non plus la peine de se mettre d'autres obstacles en mémorisant des noms compliqués, etc. Faut essayer de vous faciliter la tâche pour que vous soyez le plus à l'aise possible sur scène et pas que vous soyez dans votre mémoire. Ah oui, alors dire des longs chiffres ou des longs nombres, voilà. Et tu parlais aussi un peu de la méditation. Et est-ce que la méditation t'a beaucoup aidé, toi? Est-ce que tu médites? Alors moi, on ne peut pas dire que la méditation change la vie parce que c'est pas une baguette magique, hein, d'accord? Mais je médite tous les matins pendant 20 minutes, sauf aujourd'hui. Ce soir, je vais aller au yoga. D'accord.
Donc, il y a une partie méditation, donc je me suis épargné la partie méditation, mais j'essaie de le faire, je le fais tous les jours. Surtout, c'est important, si je le fais pas 20 minutes, je vais le faire 5 minutes. La méditation m'apporte beaucoup dans le sens où je peux mieux regarder mes émotions, mieux les accepter. Donc, je me sens moins émotif qu'avant. J'étais très émotif. Le fait de voir de l'émotion, peut-être de la nommer mentalement, ça m'aide à être moins émotif. Et ça me calme aussi. C'est-à-dire que j'étais un petit peu coléreux avant. Je passe de la colère à l'irritation et à force de méditer, parfois, l'irritation, c'est même plus une irritation, c'est une légère pointe d'énervement. Alors, il m'arrive encore d'être irrité, mais il m'arrive très rarement d'être en colère. Donc, j'ai pu observer une atténuation de la force des émotions. Négative en tout cas, même positive aussi. Est-ce que c'est un outil que tu utilises auprès de tes patients dans la thérapie comportementale et cognitive ? Oui, une introduction à la méditation. Une introduction. Oui. Parce que je sais que les gens sont très pressés. Les gens, si je leur dis de faire 20 minutes de méditation, c'est beaucoup trop. Donc je fais une introduction à la cohérence cardiaque. S'ils l'ont appliqué et s'ils sont motivés, on va aller plus loin, on va faire un exercice de méditation. Puis j'utilise la méditation aussi, certaines techniques d'acceptation des émotions pour calmer les crises d'angoisse. J'essaie de le faire le plus court possible. À charge aux gens de se former à la méditation, s'ils veulent faire 20 minutes après. Et il y en a très peu qui le feront, mais voilà, une formule très très courte, parce que je sais qu'ils n'appliqueront pas sinon. Je pense que c'est mieux de même méditer 5 ou 10 minutes tous les jours, plutôt que méditer par exemple 2 heures. Enfin, 2 heures, c'est presque impossible, mais par exemple 30 minutes ou 20 minutes une fois par semaine. Tout à fait, c'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de méditer aussi entre 15 et 20 minutes tous les jours. Et ça apporte beaucoup de changements aussi au niveau de mes émotions aussi. Je suis un peu comme toi, je suis très irritable collé. Je m'énerve facilement. Et du coup, ça me permet un peu de relativiser par les choses. Comme tu dis, de mettre les émotions, les pensées à distance. Et du coup, je me dis finalement, c'est pas si grave que ça. Voilà. J'obtenais plus d'effets quand je faisais 45 minutes. Au début, j'étais tout feu, tout flamme, je faisais 45 minutes. Tous les jours, voire je méditais pendant 1 heure. Et j'ai arrêté au bout d'un mois et demi. C'était pas tenable. C'est beaucoup, C'était vraiment intéressant comme effet. Malheureusement, c'est difficile à tenir dans notre société. et j'ai trouvé la formule de 20 minutes, et même des fois, si j'ai pas le temps, 5 minutes. J'ai trouvé la formule beaucoup plus praticable. Et quand tu médites 45 minutes, combien de temps tu médites vraiment ? Tu te pars pas dans tes pensées, parce que ça, c'est un des grands problèmes de la méditation, c'est que moi, je dis que je médite 15 ou 20 minutes par jour, mais en réalité, peut-être 5 ou 6 minutes. Parce que des fois, je pars, je me dis, je mangerais bien quelque chose. Ah oui, j'ai ça à faire. C'est un des problèmes aussi. Alors, c'est pas un problème pour moi, je suis tout le temps parti dans mes pensées. D'accord. Et c'est vrai que j'aimerais bien me concentrer plus, mais la méditation, c'est vraiment un va-et-vient entre nos pensées et le retour au souffle. Nos pensées et le retour au souffle. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méditation. La méditation, c'est ce va-et-vient qui va améliorer, créer des nouvelles connexions dans le cerveau. Eh ben, merci Emmanuel. Dans cet épisode, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes. On est parti de la psychoanalyse à la thérapie comportementale, pour ensuite parler de la mémoire, de la présentation orale et maintenant de la méditation. Donc c'était très intéressant. Je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier ce podcast. Avant de nous quitter, Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te joindre et quels sont tes projets ? Alors on peut me joindre sur mon site internet, www.therapiecomportementale.net. J'ai une chaîne YouTube aussi où vous trouverez des tas de conseils, notamment sur la méditation, sur l'acceptation des émotions, sur comment remettre en question ses pensées négatives. Et mes projets en parallèle de mon cabinet de thérapie, je suis en train de monter là une formation en ligne que je vais vendre. D'accord. Sur comment gérer la colère de l'enfant. D'accord. Les vidéos sont en train de se tourner. D'accord. Et voilà, elle sera disponible sûrement en janvier, février. Voilà. D'accord. Et super. Merci encore Emmanuel. Et je rappelle aux éditeurs que je mettrai tous les liens mentionnés et le site internet d'Emmanuel, etc. dans le descriptif de cet épisode. Donc vous n'avez pas besoin de prendre un stylo. Si vous conduisez votre voiture, ne risquez pas votre vie. Tout sera écrit dans le lien descriptif de cet épisode. Donc merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir ici et bonne continuation et à bientôt. Merci. Au revoir.
Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible toutattaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.